Alors, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau webinaire proposé par la clinique Vida Fertility et puis l'association Celia Fertilité. Donc, aujourd'hui, on va parler du don d'ovocytes en Espagne, ce qu'on appelle la FIV-DO. Pour ce nouveau webinaire, comme pour le dernier, on va proposer plus un format conversation. Donc, on va échanger sur différents aspects de la FIV-DO. On va essayer de réunir toutes les questions fréquentes de nos patientes dans ce parcours. Et je suis en compagnie de notre invitée Laurence Monnier de l'association Celia Fertilité. Bonjour Laurence. Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc, bonsoir, on va pouvoir commencer. Je vois que vous êtes pas mal à vous être connectés. Donc, n'oubliez pas qu'à tout moment, vous pouvez poser vos questions sur l'onglet questions-réponses que vous avez en bas de votre écran. Et on répondra à toutes vos questions à la fin de la présentation au cours d'une session questions-réponses. Et on peut lever la main, je vois. On peut lever la main aussi, si jamais vous avez une question pendant la présentation. Alors, on va commencer. Donc, présentation de nous deux. Voilà, pour que vous sachiez un petit peu qui on est. Donc, pour ma part, je suis Sophie Hortels. Je suis responsable du suivi des patients chez Vida Fertility. Ça fait maintenant 10 ans que je suis spécialisée dans l'accompagnement des patients en PMA. J'ai travaillé dans d'autres cliniques avant Vida Fertility. Et maintenant, je suis chez Vida. C'est une clinique qui se trouve à Madrid et à Alicante. Et donc, je suis là pour vous accompagner pendant tout votre traitement, que ce soit pour la première prise d'information, que ensuite pendant le traitement et lors de votre venue en Espagne pour la ponction ou le transfert. Et je vais laisser Laurence se présenter. Alors, moi, je suis Laurence Monnier, donc je suis la fondatrice bénévole de l'association Celia Fertilité, qui a été créée il y a maintenant, nous entamons notre 5e année de mémoire. Ça fait depuis 2009 que je travaille dans le milieu associatif de l'infertilité. Je suis une ancienne patiente avec un parcours de 9 ans de PMA en France, une endométriose. Et j'ai eu ma fille grâce à l'Espagne en don d'ovocytes qui a maintenant 14 ans. Parfait, merci Laurence. Alors juste pour information, donc nous on n'est pas médecins, on va vraiment se concentrer aujourd'hui sur les aspects qui entourent la FIV-DO, mais des aspects non médicaux. On va quand même en parler dans les grandes lignes, mais vraiment il faut bien se rendre compte que pour chaque patient, il y aura un traitement différent, donc il faut vraiment avoir ensuite un avis médical pour votre suivi et pour établir le plan de traitement qui vous convient à vous. Donc là, on va plus parler des grandes lignes et des aspects d'organisation psychologique, tout ce qui entoure le don d'ovocytes. Alors, donc, on va juste dire brièvement, donc, rappeler qu'est-ce que la FIV-DO et à qui elle s'adresse. Donc, si vous assistez à ce webinaire, c'est que sûrement vous avez besoin d'avoir recours à un don d'ovocytes ou vous êtes déjà en parcours. Donc, vous devez savoir ce que c'est. Mais on va définir rapidement les grands traits. Donc, le don d'ovocytes, c'est le don d'ovules d'une femme à une autre. C'est ce qu'on appelle aussi la FIV-DO, parce qu'il s'agit en fait d'une technique de FIV, de fécondation in vitro, c'est-à-dire que les ovocytes de la donneuse seront fécondés en laboratoire et transférés ensuite dans l'utérus de la patiente. Donc, tout se fait en laboratoire. Pour le don d'ovocytes, on parle toujours de donneuse et de receveuse. Alors, à qui s'adresse le don d'ovocytes? C'est pour des femmes qui ne peuvent plus utiliser leurs propres ovocytes pour tomber enceinte. Alors, il y a plusieurs raisons. Soit des femmes qui ont fait plusieurs essais de FIV sans obtenir de grossesse avec leurs propres ovocytes. Alors, quand on parle de plusieurs essais, il ne faut pas baisser les bras au bout d'un essai. Ça ne veut pas dire qu'après un échec de FIV, vous devez passer au don d'ovocytes. Il faut parfois persévérer pour la FIV. On parle plutôt de 4 échecs, 5 échecs de FIV avant de passer au don d'ovocytes, si vous avez encore une bonne réserve ovarienne. Si vous avez beaucoup d'échecs de FIV, dans ce cas-là, on diagnostiquera peut-être une mauvaise qualité ovocytaire et on vous recommandera le don d'ovocytes. Mais pour ça, il faut aussi vérifier si du côté du partenaire, il n'y a pas de problème non plus au niveau du spermogramme. Donc voilà, plusieurs échecs de FIV. Vous avez aussi des femmes qui ont des échecs ovariens précoces, une insuffisance ovarienne
une ménopause précoce ou une mauvaise qualité ovocytaire, notamment due à l'âge de la patiente. Et soit des femmes qui ont une malformation génétique qu'elles ne veulent pas transmettre à leurs enfants. Donc ça, c'est les raisons les plus courantes. Au niveau de la qualité ovocytaire, il n'y a pas que l'âge de la femme qui rentre en compte. Il y a aussi d'autres pathologies comme l'endométriose au niveau des ovaires, le syndrome des ovaires polykystiques, l'hygiène de vie aussi qui rentre en compte dans la qualité ovocytaire, comme le tabac, l'alcool, ça peut abîmer la qualité des ovocytes. Et il y a des causes génétiques qui vont altérer la qualité. Et il y a aussi d'autres raisons, comme le syndrome de Turner, des femmes qui ont eu une ablation des ovaires, ou des traitements très agressifs comme une chimiothérapie ou une radiothérapie. Donc, toutes ces femmes, elles vont avoir besoin d'un don d'ovocytes pour pouvoir tomber enceinte. Voilà, donc est-ce que Laurence, tu as quelque chose à rajouter là-dessus? Peut-être aussi les fausses couches, quand on fait beaucoup de fausses couches et à répétition et que ça soit d'abord naturel et après pendant tout notre cursus de PMA en France, où à un moment, effectivement, on arrive à obtenir des embryons et que les qualités ne sont pas bonnes, on ne peut pas faire de DPI parce que le DPI n'est pas réservé à ce genre de traitement. C'est pas parce qu'on fait des fausses couches qu'on va nous faire des DPI et qu'au bout d'un moment, on est obligé de partir sur du don d'ovocytes parce qu'on sait très bien que tout le panier d'ovocytes de la dame sont altérés par une problématique, mais pas suffisamment pour pouvoir bénéficier d'un DPI et qu'en faisant un don d'ovocytes, là, on va régler le problème et on va optimiser les chances aussi d'obtenir une grossesse jusqu'au bout. Oui, tout à fait. S'il y a un cas de fausse couche à répétition, il faut bien vérifier s'il n'y a rien du côté de l'endomètre ou de la coagulation du sang, il y a vraiment rien de ce côté-là. Et peut-être que c'est dû à une mauvaise qualité ovocytaire. Dans ce cas-là, on recommanderait le don d'ovocytes. Alors ensuite, quelles sont les patientes qui partent en Espagne pour faire le don d'ovocytes? Est-ce qu'il y a un profil type de patiente? Alors non, il n'y a pas de profil type. Vraiment, le don d'ovocytes est accessible à tous. Il y a aussi bien des patients en couple hommes-femmes que des couples femmes ou des patientes célibataires. En Espagne, il n'y a pas de restriction au niveau de la loi. Tout le monde peut avoir accès aux techniques de reproduction assistée. Au niveau de l'âge des patientes, c'est vrai que la plupart des patientes ont passé l'âge des 40 ans, voire 43, puisque c'est l'âge légal en France. Donc, il y a beaucoup, la raison de l'âge pousse les femmes à aller à l'étranger. Et c'est aussi, 43 ans, c'est vraiment la limite entre la FIV et le don d'ovocytes, la limite où on n'arrive plus avec la FIV à obtenir des embryons de bonne qualité et une grossesse avec une naissance d'un bébé en bonne santé. Voilà, donc c'est pour ça, c'est vrai que la plupart des femmes ont plus de 40 ans, mais on a aussi des femmes beaucoup plus jeunes, par exemple de 30 ans, qui ont un syndrome de Turner ou qui ont une ménopause précoce, qui ont besoin d'un don d'ovocytes. Et dans l'autre sens, c'est pareil, on a des femmes de 48, 49 ans qui se sentent encore en bonne santé, qui ont d'énergie pour avoir un enfant et qui vont demander un don d'ovocytes. Est-ce qu'il y a un délai, est-ce qu'il y a un maximum quand même de l'âge de la future patiente que vous refusez en Espagne? Alors, il faut savoir qu'en Espagne, il n'y a pas de limite d'âge légale, mais quand même, les cliniques, chaque clinique impose leurs propres limites. Ça peut aller de 48, 49, 50. Certaines cliniques vont jusqu'à 52. Nous, chez Vida, par exemple, on a établi la limite de 50 ans, l'anniversaire des 50 ans pour le don d'ovocytes. Et ensuite, alors pourquoi les patientes se rendent en Espagne pour le don d'ovocytes? Alors, pour la plupart des patientes, c'est au niveau du délai, puisqu'en France, lorsqu'on fait une demande de don d'ovocytes, on se retrouve devant des délais très importants, certaines fois 2, 3, 4 ans d'attente pour recevoir un don d'ovocytes. En Espagne, il n'y a pas de délai. C'est vraiment, il faut quand même laisser le temps aux médecins et à l'équipe médicale de préparer, de sélectionner la donneuse,
de faire le protocole comme il faut. Donc, il faut prévoir un délai de 6 semaines pour tout bien préparer, mais il n'y a pas de délai autre par rapport au don. Ça ne s'appelle pas un délai. En fait, c'est le temps que tout se mette en place et que tous les examens sont faits. Voilà. Ça peut prendre on va dire en moyenne, entre 2 et 5 mois, 5-6 mois. Si par exemple, quelqu'un de très grand, blond, aux yeux bleus, avec un conjoint blond aux yeux bleus. Voilà, ça dépend un petit peu du temps de sélectionner la donneuse, mais ce n'est pas des délais comme en France où on a 2-3 ans. C'est beaucoup plus court. Et surtout pour des femmes qui ont 40 ans, qui ont un désir d'enfant très fort, qui se retrouvent face à des délais très, très longs en France, c'est pour ça qu'elles se tournent en général vers l'étranger pour leur traitement. Il y a aussi une pénurie de dons en France qu'il n'y a pas en Espagne. C'est ce qui explique le délai. En Espagne, il y a une grande culture du don, que ce soit le don de gamètes, mais aussi le don d'organes en général. On est dans les premiers pays au monde dans la liste des dons. Donc, c'est pour ça aussi qu'on peut raccourcir les délais parce qu'on a beaucoup de dons d'ovocytes. Et puis, il y a aussi beaucoup de patients qui choisissent l'Espagne pour les taux de réussite, puisque c'est aussi, on parle des taux de réussite très élevés par rapport à la moyenne européenne. Et il y a d'autres patients qui vont aussi chercher des techniques plus poussées pour leur cas, qui sont intéressants dans leur cas, comme le DPI, par exemple, le diagnostic génétique préimplantatoire, ou d'autres techniques pour la sélection des spermatozoïdes, qui sont utiles dans leur cas et qui pourraient augmenter leurs chances de grossesse. Je rajouterais aussi, alors je ne sais pas si on va en parler plus tard, mais la différence aussi avec la France, c'est que là, la donneuse donne pour être donneuse et a des critères de sélection pour devenir donneuse, alors qu'en France, ce sont des couples ou des personnes qui peuvent donner jusqu'à 36-37 ans maintenant, je crois, donc avec une possibilité d'avoir une altération de leur propre gamète inconnue, mais pour lequel elles vont faire une préservation de la fertilité et en laisser pour le don d'ovocytes. Et donc, ça sera moins ciblé que le don, que la donneuse en Espagne, qui est vraiment dans l'optique de faire ce don et pour qui on va pouvoir lui accorder le fait d'être donneuse ou pas. Ce n'est pas n'importe qui peut devenir donneuse non plus en Espagne. Oui, parce qu'on veut faire un don que d'un seul coup, on va pouvoir, parce qu'on a 22 ans, faire un don. Voilà. Donc, je ne sais pas si on en parle plus tard. Ou Oui, on va parler après des critères de sélection des donneuses. Mais voilà, donc plus ou moins pour les raisons d'aller en Espagne et le profil des patientes, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Après, alors, on va passer… voilà, alors ça, c'est important pour tous les patients qui veulent se rassurer sur les protocoles en Espagne, sur la qualité en Espagne. C'est important de savoir que tout est très contrôlé en Espagne. Le don d'ovocytes en Espagne et le don de gamètes en général a plus de 30 ans d'expérience. Donc, ça fait plus de 30 ans qu'il est autorisé en Espagne. Donc, c'est quelque chose qui a évolué avec les années, qui s'est construit, qui s'est bien rodé. Et c'est vraiment un pays qui a une grande expérience sur le don et sur la qualité des traitements. C'est tout ça pour vous dire qu'il y a vraiment un grand contrôle sur les protocoles des cliniques, sur les programmes de don et sur la traçabilité de tout le don. Depuis 2020 d'ailleurs, il y a un fichier national de donneuses et de donneurs où tout est enregistré, chaque donneuse, chaque don, dans quelle clinique, combien d'embryons obtenus, combien de naissances et pour qui. Et comme ça, on va contrôler aussi si une même donneuse ne va pas donner dans plusieurs cliniques plus de fois que la loi lui permet. La loi en Espagne permet à une donneuse de donner jusqu'à 6 enfants nés en comptant ses propres enfants et aussi les possibles naissances avec les embryons vitrifiés. Donc, une donneuse ne veut pas faire plusieurs dons dans une année, plusieurs dons d'affilée. En général, une donneuse donne peut-être 1 ou 2 fois. Donc, il faut comprendre qu'en Espagne, c'est quelque chose de sûr. Il y a aussi des inspections chaque année par la Société espagnole de fertilité pour vérifier que tout est respecté, que tout soit fait dans les règles.
que ce soit au niveau du laboratoire qu'au niveau du suivi des patients. Et tout ce cadre légal, on ne va pas le retrouver dans des pays qui viennent d'ouvrir le don d'ovocytes ou qui est beaucoup plus jeune dans le don d'ovocytes, parce qu'il n'y aura pas la même expérience et le même contrôle. Donc ça peut rassurer tous les patients qui se rendent en Espagne et qui ne savent pas à quoi s'attendre en allant dans un pays étranger. Je prends un exemple. Là, je viens de voir sur Facebook que quelqu'un a une donneuse confirmée de 20 ans. Donc, moi, ça me pose la question de savoir, à 20 ans, elle est confirmée parce qu'elle a déjà des enfants. Visiblement, elle m'a répondu que non, mais que donc elle aurait déjà donné. Ça veut dire qu'à 20 ans, la Minette a déjà donné plusieurs fois. Ça veut dire qu'à un moment, soit elle est surstimulée aussi. C'est quelque chose, je peux me poser la question, mais je suis sûre que ce n'est pas en Espagne que cette femme fait un don d'ovocytes actuellement. C'est quelque chose qui me paraît assez bizarre qu'à 20 ans, on puisse devenir déjà donneuse confirmée si rapidement. Oui, 20 ans, c'est très rare. Hein. Voilà, une donneuse confirmée, c'est de savoir aussi si elle a des enfants ou si ce sont un don qui a donné des grossesses. Ça veut dire que derrière, il y a eu grossesse, un enfant viable en bonne santé, puisque la clinique ne vous suit pas jusqu'à le fait que vous ayez un taux de grossesse. Elle vous suit pour savoir si vous êtes devenu parent en bonne santé et que le bébé est en bonne santé. Donc là, ça veut dire qu'on parle de quelqu'un qui a été confirmé et qui a fait son premier don. C'est possible, mais à 18 ans et demi, 19 ans. Voilà, il faut être vigilant aussi là-dessus. On parle d'une donneuse, c'est un être humain, ce n'est pas une machine à produire de l'ovocyte, quoi. Et ça, c'est la problématique que vous risquez aussi de rencontrer sur des pays qui ont découvert le milieu de la PMA. Oui, les pays qui sont moins contrôlés, qui ont moins de contrôle au niveau légal. En Espagne, on a la chance quand même d'avoir une autorité qui s'appelle la Société espagnole de fertilité et qui est à la disposition des cliniques. Donc, le moindre doute qu'a une clinique sur un aspect légal, sur un traitement, on demande à la Société espagnole de fertilité. C'est pareil sur les nouvelles techniques. Il y a des nouvelles techniques qui sortent tous les ans, des techniques miracles. On va quand même vérifier avec la Société espagnole de fertilité si c'est vraiment des choses qui ont été testées, si c'est vraiment sûr. Donc, il y a des recommandations tous les ans que suivent les cliniques. Et cette société aussi nous sert aussi dans des cas comme le Covid. Là, on s'en est tous référés à la Société espagnole de fertilité pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Et là, on avait tous une réponse en commun de cette autorité. Donc, c'est vraiment très bien cadré et il ne faut pas avoir peur de… C'est sûr, c'est à l'étranger, mais il y a quand même des règles, il y a des lois et c'est très bien contrôlé. Et c'est très sécurisant aussi de savoir où on va faire son bébé et dans quelles conditions. Oui. Alors là, on va parler maintenant qui sont les donneuses. C'est justement un petit peu ce qu'a dit Laurence. Alors, les donneuses d'ovocytes en Espagne, ce sont des femmes jeunes. La loi autorise le don de 18 à 35 ans. Il faut qu'elles soient en bonne santé mentale et physique et il faut qu'elles aient une bonne réserve ovarienne. Alors, comment on contrôle tout ça ? Il y a tout un tas de tests qu'on va faire sur les donneuses avant de faire un don, quand une jeune femme se présente pour faire un don à la clinique. Il y a à peu près 50% des jeunes femmes qui n'arrivent pas jusqu'à la dernière étape du programme de don. Il y a vraiment des étapes éliminatoires et toutes les donneuses ne sont pas prises. Donc, vraiment, toutes les étapes sont éliminatoires et dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on ne va pas prendre la donneuse. Donc, lorsqu'une jeune femme se présente, elle a toujours un entretien avec un médecin ou une infirmière pour leur expliquer en quoi consiste le don et ce à quoi elle s'engage. Parce qu'un don d'ovocytes, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Ça demande du temps. Ça demande du temps pour les échographies, les contrôles, les prises de sang. Ça demande une implication parce qu'il y a un protocole médical à suivre à la lettre. Elle n'a pas le droit à l'erreur parce que c'est une stimulation ovarienne avec des horaires à respecter. S'il y a une erreur, ça peut remettre en cause tout le traitement et le traitement de la receveuse aussi. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très important. Il faut qu'elles soient conscientes de ce qu'elles vont faire. En fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que
Si nous, en FIV, à présent, de plus en plus dans les centres de PMA, on vous demande d'arrêter de fumer, de perdre du poids ou d'en gagner, de ne pas picoler, etc., c'est parce que ça va altérer votre qualité ovocytaire quand vous êtes en PMA en France, même s'il y a certains centres qui sont moins regardants que d'autres. Eh bien, en Espagne, les donneuses ne doivent pas non plus nuire à leurs propres gamètes qu'elles vont donner. Donc, on va être vigilant aussi sur ce point de vue physique de la donneuse. Oui, oui, il faut vraiment, nous, en tant qu'équipe, il faut qu'on se rende compte que la donneuse soit sérieuse. Donc, on fait aussi des tests. On va lui donner rendez-vous à des heures différentes dans la journée, d'un jour sur l'autre, pour voir si vraiment elle est sérieuse, si elle est impliquée dans ce qu'elle fait, qu'elle n'arrive pas en retard. Ça, c'est aussi un critère on ne pourra pas sélectionner une donneuse qui arrive toujours en retard, parce que pour la ponction, il faut vraiment qu'elle arrive à l'heure. Donc voilà, c'est des petits détails comme ça qui fait que toutes les candidates au don ne sont pas prises. Et puis aussi, donc, il faut qu'elle soit consciente qu'il y a une implication physique, parce qu'à la fin, il y a quand même une ponction ovarienne sous anesthésie. Donc, ce premier rendez-vous, ça fait peur à beaucoup de donneuses, et beaucoup de donneuses ne continuent pas dans le programme de don. Donc, ensuite, si elles acceptent, il y a l'étape des examens sur la donneuse. Donc, on va vérifier la santé générale, donc avec une prise de sang classique. On va vérifier les maladies infectieuses, donc VIH, syphilis, hépatite B, hépatite C. On vérifie le karyotype des donneuses. Donc, ça, c'est pour voir s'il n'y a pas de malformation au niveau des chromosomes, s'il n'y a pas de syndrome, comme le syndrome du X fragile, par exemple. Et on va faire un screening génétique pour vérifier si elles ne sont pas porteuses d'une malformation sur un gène. Donc, c'est porteuse saine, mais si le conjoint ou les spermes de donneur a la même malformation, l'enfant peut être atteint de cette malformation-là. Donc, on vérifie quand même dans les maladies rares, les maladies les plus courantes, pour voir si elles ne sont pas porteuses. Là, c'est par exemple la mucoviscidose, la thalassémie, l'atrophie musculaire. Voilà, donc on fait un screening génétique sur les donneuses. Donc là aussi, au niveau génétique, on a beaucoup de questions là-dessus et tout est assez contrôlé. Et on vérifie aussi tout le côté psychologique de la donneuse. Donc, il y a un test de personnalité et un entretien avec un psychologue. Et là, on va écarter tout ce qui est dépression, bipolarité, schizophrénie. Tout ça, c'est écarté. Et enfin, donc, on va aussi vérifier, bien sûr, la réserve ovarienne de la donneuse. On ne peut pas prendre une donneuse qui a une hormone antimullérienne faible. Chez Vida, on va prendre des donneuses seulement les donneuses qui ont une AMH, une hormone antimullérienne supérieure à 3. Donc voilà, ce qui nous permet quand même d'avoir une sécurité, un espoir d'avoir un bon nombre d'ovocytes pour le traitement. Voilà, sur la sélection des donneuses. Et puis ensuite, on va parler en particulier de la sélection par patiente. Donc, comment on sélectionne une donneuse pour une patiente? Donc là, ça va être en fonction du phénotype de la patiente. On prendra en compte le phénotype de la patiente surtout et aussi le phénotype du conjoint. Donc ça, c'est un point qui fait toujours un peu peur aux patientes. Mais là aussi, c'est très contrôlé. Il faut savoir que la loi elle-même en Espagne exige que les caractéristiques physiques de la patiente doivent être respectées. Donc, ça, par exemple, une patiente qui est asiatique ne peut pas recevoir un don d'une donneuse africaine. C'est un exemple, mais c'est vous faire comprendre que la loi appuie ça. Donc, on va vraiment sélectionner au mieux votre donneuse selon votre physique. Donc, je vous explique un petit peu comment on fait chez Vida pour sélectionner les donneuses. Donc, nos patientes doivent d'abord remplir une fiche de phénotype détaillée en indiquant la couleur des yeux, la couleur des cheveux, la couleur de la peau, la texture des cheveux, le poids, la taille, et aussi indiquer toutes les informations qui sont importantes dans le choix de la donneuse. Alors, pour certaines patientes, il y a des informations. La seule chose importante, c'est que la donneuse soit en bonne santé. Mais il y a d'autres patientes qui ont des indications et qui ont des critères importants dans le choix. Alors, c'est des exemples comme ça, mais il y a des patientes qui nous disent j'ai beaucoup de grains de beauté, je veux que ma patiente ait beaucoup de grains de beauté,
j'aime la musique, je veux que la donneuse aime la musique, je veux que la donneuse soit étudiante. Donc, il y a plein d'indications comme ça que vous pouvez nous noter et nous, on en tient compte dans la sélection de la donneuse. Après, on ne peut pas vous dire en retour si si la donneuse a des grains de beauté, si elle aime la musique, parce qu'il faut que tout soit vraiment anonyme. Mais tout ce que vous allez indiquer et tout ce qui est important pour vous, qui peut vous rassurer dans la sélection, vous pouvez le noter et on en tient compte. Nous, c'est vraiment des indications personnelles. On n'est pas là pour vous juger. Vous pouvez vraiment mettre tout ce qui est important pour vous. C'est vraiment important que vous vous sentiez à l'aise avec la sélection de la donneuse. Donc, tout ce qui pourra vous aider, après, oui, excuse-moi. Oui, pardon. Après, non, mais je lèverai la main la prochaine fois, parce que bon, je peux. Après, ce qui est important aussi, c'est que je vois par rapport à l'âge où tu disais l'exemple, quelqu'un veut une étudiante, il faut faire attention. Quelqu'un qui a 18 ans n'est pas forcément, va pas forcément avoir des meilleurs ovocytes que la donneuse qui va avoir 34 ans et qui est une donneuse, là, pour le coup, concrètement confirmée, parce qu'elle a déjà sa vie familiale, donc a eu des enfants et peut-être qu'elle a déjà donné une fois et qui ont été confirmés aussi, ce qu'on appelle confirmés. Ça veut dire qu'elle a déjà donné et elle a déjà eu des enfants, donc elle a des gamètes qui sont bons et ce n'est pas pour autant qu'elle va donner moins que l'étudiante. Donc, il faut faire aussi attention à ce qu'on peut demander. On peut demander certaines choses, mais pour se rassurer, pas pour se mettre un poids supplémentaire de stress. Voilà. Oui, c'est ça. En se disant, si je prends une donneuse, si je dis que je veux une étudiante de 18 ans, elle va me donner plus d'ovocytes que celle de 25 ans. Ce n'est pas forcément le cas, puisqu'on ne répond jamais de la même manière. Alors, dans les personnes qui sont là ce soir, peut-être qu'il y a des gens qui ont déjà fait des FIV et qui savent ça, mais il y a des gens qui n'ont peut-être pas eu la chance ou la possibilité avant de passer sur du don d'ovocytes de faire des traitements. Et toute stimulation n'est jamais la même. D'un mois à l'autre, on ne réagit pas, le corps ne réagit pas de la même façon et selon la molécule, on ne réagit pas de la même façon non plus. Voilà. Oui, c'est ça. Et après, pour la sélection de la donneuse, il faut vraiment savoir qu'on va sélectionner une donneuse qui est bien pour vous. C'est-à-dire, si par exemple, vous avez des antécédents avec énormément d'essais, vous êtes fatigué psychologiquement, ce qu'on veut, c'est trouver une donneuse qui vous ressemble, mais aussi qui a une fertilité prouvée, donc confirmée. Une donneuse où on sait que sa stimulation va donner beaucoup d'ovocytes et de bonne qualité. On sait que ces ovocytes ont déjà été fécondés et ont donné de bons embryons, plutôt qu'une donneuse toute nouvelle de 18 ans où on ne sait pas comment elle va réagir à la stimulation. Donc, c'est aussi vraiment au cas par cas. Je dirais qu'une fois de plus, c'est ce qu'on vous explique aussi quand vous rentrez en PMA. Souvent, la première FIV ne va pas jusqu'au bout ou se passe mal. En fait, la première FIV, on adapte. On ne sait pas comment le corps va réagir. Donc, c'est un peu une tentative d'essai. Alors, des fois, l'essai va bien se passer et tant mieux, mais parfois peut s'arrêter, se faire transformer en insémination ou carrément se stopper parce qu'on a mal réagi, parce que le corps n'a pas répondu comme il faut, etc. Et effectivement, quelqu'un qui va donner pour la première fois qui a 18 ans, eh bien, on y va comme à une FIV d'essai, en fait. Donc, c'est là où on va pouvoir adapter plus ou moins les choses et puis de faire attention à l'aspect quantitatif. Ce n'est pas parce que c'est une donneuse que d'un seul coup, elle va arriver avec 25 ovocytes. Ça ne sert strictement à rien d'avoir 25 ovocytes de qualité pas top à 100% parce que trop stimulé. Il faut mieux avoir une donneuse qui va vous donner 8 ovocytes de très bonne qualité parce qu'une très bonne stimulation qui se sera bien passée qu'une donneuse qui va vous en donner 25 de moins bonne qualité. Oui, pour les stimulations aussi, on fait attention à ne pas agresser les ovocytes. Le but, ce n'est pas d'obtenir en effet 25 ovocytes à tout prix. Il faut vraiment déjà prendre soin de la santé de la donneuse parce qu'elle fait déjà un geste pour faire ce don et ne pas arriver à l'hyperstimulation, essayer d'une stimulation adaptée vraiment au contexte. Et puis alors, sur un dernier point sur la sélection de la donneuse, donc
Bien sûr, on a un fichier de donneuse avec les caractéristiques physiques, avec vraiment toutes les données, mais c'est vraiment c'est une équipe humaine qui va sélectionner votre donneuse. Chez Vida, ce qu'on fait, c'est que c'est toujours le médecin, la coordinatrice, la directrice de laboratoire et l'infirmière qui s'occupent des donneuses. On va se réunir pour sélectionner la donneuse suivant notre avis. Donc, chacun donne son avis. Ce n'est pas un fichier Excel qui choisit votre donneuse, ni une seule personne. C'est vraiment un consensus d'une équipe. On va faire par exemple attention aussi, si le monsieur fait 1m80, 1m90 et madame 1m57, on ne va pas donner à madame une donneuse qui fait même peut-être 1m67 parce que le risque, c'est d'avoir un enfant qui va grandir et qui va être très grand pendant la grossesse, avec des risques derrière de possibilités, de risque de mauvais accouchement ou de prématuré ou de césarienne. Donc là, l'équipe est à même aussi de prendre la décision d'aller plutôt sur des donneuses un peu plus petites pour faire le penchant aussi et éviter des grossesses pathologiques importantes. Oui, oui, c'est pour ça qu'on demande la photo et les caractéristiques du conjoint aussi pour vraiment tout prendre en compte. Alors, on va passer à la préparation de la patiente. Alors, la préparation, comme je vous dis, chaque patiente est différente, donc chaque patiente aura sa préparation à elle. On va vous donner les aspects surtout de la préparation de l'endomètre, mais après, il y a plein d'autres aspects qui rentrent en compte, comme l'immunologie de la patiente, la coagulation du sang, les altérations sur la TSH, par exemple, sur la prolactine, les carences en vitamines. Donc, tout ça, ça va être un complément pour la préparation de l'endomètre. Ensuite, la préparation de l'endomètre en elle-même, ça va être toujours les mêmes molécules. On va voir ça. Mais après, il y a plein de compléments qui s'adaptent en fonction des caractéristiques cliniques de la patiente. Alors, comment ça se passe? Donc, c'est beaucoup moins contraignant qu'une FIV. Il faut savoir, c'est un traitement beaucoup plus simple, entre parenthèses, entre guillemets, parce qu'il n'y a plus d'injection. Il y aura peut-être une seule injection pour le blocage ovarien, mais ce ne sera plus des injections suivies tous les jours à la même heure, comme pour une FIV. Donc, c'est beaucoup plus souple comme traitement et beaucoup plus simple. Simple physiquement, après psychologiquement, on va en parler, c'est compliqué aussi, mais au niveau du traitement, c'est assez simple. Donc, ce qu'on doit faire, nous, le résultat qu'on doit obtenir, c'est préparer l'endomètre à recevoir l'embryon et à se préparer à l'implantation de l'embryon. Donc, ça va être à base d'œstradiol, un traitement à base d'œstradiol, des comprimés à prendre 3 fois par jour si vous répondez bien, ou un peu plus si l'endomètre est un peu plus lent. Ça s'adapte aussi en fonction des patientes, les dosages d'œstrogène. Mais ce qu'on veut, c'est que l'endomètre arrive à une épaisseur correcte, plus de 7 mm, pour pouvoir se préparer à une implantation. Le traitement dure à peu près 10 à 15 jours sous œstrogène et il n'y aura qu'une seule échographie de contrôle à faire pour vérifier si l'endomètre répond bien au traitement. Ça, c'est pareil, ça dépend des patientes aussi. Il y aura une seule échographie de contrôle, mais si l'endomètre est encore fin, il y en aura une autre quelques jours après avec un dosage différent. Mais c'est plus comme une FIV avec des échographies tous les 2 jours. Et pendant que la patiente se prépare, nous, de notre côté, on va préparer la donneuse. Donc, tout ça, ça va se faire en parallèle. D'un côté, la patiente et de son côté, la donneuse va faire une stimulation ovarienne. Donc, on va vraiment tout faire en synchro pour que la donneuse et la receveuse ensuite soient prêtes en même temps sur les dates qu'elle aura choisies pour le transfert. Donc, pour ça, on va synchroniser. En sachant que donc c'est la donneuse qui décide quand est-ce qu'elle peut donner. On n'est pas, c'est ni la clinique ni la receveuse qui impose quelque chose à une donneuse. Oui, c'est ça. C'est pour ça. Il ne faut pas oublier qu'elle fait une FIV en fait. Donc c'est quelque chose de très contraignant et dans sa vie aussi personnelle, il faut qu'elle puisse se préparer au mieux. Oui, c'est pour ça qu'on demande les dates de disponibilité aux patientes bien en avance pour pouvoir prévenir la donneuse qu'on aura choisie et qu'elle nous dise déjà si elle est disponible sur ces dates-là et si, pour qu'elle se prépare
pour ces dates-là. Il faut vraiment qu'on ait les dates à l'avance parce qu'il y a 2 personnes qui doivent s'organiser dans ce traitement-là. Voilà, donc on va synchroniser les 2 cycles. Donc, on synchronise en général avec la pilule pour la donneuse et avec la patiente, soit avec la pilule, soit avec un cycle test pour vérifier comment répond l'endomètre. Si c'est des patientes qui n'ont aucun problème d'endomètre ou qui ont déjà fait des traitements auparavant et on sait que l'endomètre répond bien, ce ne sera pas la peine de faire un cycle test. Si c'est des patientes qui ont des problèmes d'endomètre ou qui n'ont jamais fait de traitement, là, on va quand même faire un cycle test pour vérifier si l'endomètre répond bien et pour ne pas avoir de mauvaises surprises sur le cycle de transfert. Si l'endomètre est un peu plus lent ou s'il a besoin de plus de dosage, on risque de rater la synchronisation avec la donneuse, avec la donneuse, pardon, si on ne fait pas de cycle test avant. Et voilà, alors pour les dates, donc il faut qu'on voit tout ça à l'avance, mais on peut quand même ajuster les dates à vos disponibilités. C'est à vous de nous donner sur quelle période vous aimeriez venir. Donc, si vous avez, par exemple, des congés en été et que vous préférez cette période-là, vous nous donnez vos dates de préférence et on calcule en rétro-planning pour que vous et la donneuse, vous soyez prêtes en même temps sur les dates choisies. Avec une fenêtre d'ouverture, évidemment, par rapport à la stimulation et à l'endomètre, où là, on va ajuster les fenêtres au fur et à mesure de la stimulation. On ne peut pas vous dire au mois d'avril que si la donneuse commence son traitement le 1er mai, la ponction aura lieu le 22 mai. Ce n'est pas possible. Même si c'est quelqu'un de confirmé, même si votre endomètre n'a jamais posé de problème, ce n'est pas quelque chose où on peut vous dire 1 mois à l'avance ou 3 mois à l'avance, tel jour, vous prenez vos billets d'avion, ça va être là. Ce n'est pas possible. Oui, ça, il faut bien le savoir pour l'organisation. En général, on arrive à contrôler les stimulations de donneuses, mais si on dit le 22 mai, ben ça peut tomber le 20, le 21, le 22, le 23. Donc, pour prévoir les billets d'avion à l'avance, soit vous prévoyez large, en prévoyant que ça peut tomber un petit peu avant et un petit peu après, soit vous attendez vraiment de voir comment se passe la stimulation pour ne venir que les jours nécessaires. Alors, certains patients ne peuvent pas prévoir large et n'ont pas assez de disponibilité. Dans ce cas-là, on peut proposer des ovocytes vitrifiés de la donneuse, que l'on vitrifie le jour où la donneuse peut voyager. C'est aussi une possibilité. Voilà, et tout ce traitement, vous pouvez le faire à distance. Vous n'avez pas besoin de voyager pendant tout le traitement. Nous, de notre côté, on vous prépare un plan de traitement détaillé avec les ordonnances qui vont avec et il faudra compter sur votre gynécologue en France pour faire le suivi. Donc, il faut bien en parler à votre gynécologue, voir s'il est d'accord pour vous suivre et s'il est disponible pour vous. Mais après, vraiment, tout ce qui est prise de sang, échographie, vous pouvez les faire depuis la France et nous envoyer les résultats. Donc, il faudra vraiment venir en Espagne que pour la ponction de la donneuse. Donc, le jour de la ponction de la donneuse, c'est surtout pour laisser l'échantillon de sperme. Comme ça, on fait tout à frais. Ovocytes frais, sperme frais et ensuite embryon frais. On attend 5 jours de développement embryonnaire jusqu'au transfert. Comme ça, on fait le premier transfert à frais. Alors, il y a certains patients, pareil, qui ne peuvent pas rester une semaine. Donc, si le spermogramme est bon, on peut proposer la congélation de sperme à n'importe quel moment avant le traitement. C'est d'ailleurs une solution si jamais il y a un problème au jour de la ponction et on ne peut pas avoir de prélèvement à frais, on aura toujours cet échantillon congelé au cas où. Une sécurité aussi par rapport à, alors actuellement le Covid, mais avant c'était une simple grippe, un déplacement, quelqu'un qui a un conjoint qui a une vie professionnelle où il voyage beaucoup. Voilà, on a vu malheureusement des gens obligés d'annuler parce qu'au dernier moment, le monsieur est obligé de prendre des antibiotiques ou autre. Et là, malheureusement, ça stoppe tout. Oui, c'est ça. On vitrifie les ovocytes, mais on ne peut pas faire tout le reste du process de bout à bout en frais. Oui, il y a beaucoup le spermogramme, même si le spermogramme est bon sur les résultats que vous avez envoyés à la clinique, il peut y avoir une période de stress, une période de fièvre.
qui peut abîmer la qualité des spermatozoïdes et donc on peut avoir des mauvaises surprises au moment du prélèvement. Donc, c'est toujours bien d'avoir cet échantillon au cas où. On répond question-réponse à la fin, Sophie ou oui, j'ai vu qu'il y avait une question. Ah oui, ben ça, on peut répondre. Alors, on a une question. Les résultats sont-ils les mêmes avec des ovocytes frais et des ovocytes vitrifiés? Alors maintenant, les études montrent que c'est à peu près la même chose entre frais et vitrifiés. Il n'y a pas trop de différence. Nous, on préfère toujours frais parce qu'on préfère ne manipuler le moins possible les gamètes. Le risque qu'il y a dans les ovocytes vitrifiés, ce n'est pas tellement une fois qu'ils sont fécondés, c'est lorsqu'ils sont vitrifiés, certains ne survivent pas à la dévitrification. Donc, si par exemple, on a 12 ovocytes vitrifiés, peut-être qu'après dévitrification, on n'en aura que 8. Mais c'est simplement ça. Après, sur le taux de grossesse, c'est à peu près semblable entre frais et vitrifiés. Alors, on va passer maintenant. Alors, la garantie des embryons. Alors, la garantie, si vous avez demandé beaucoup d'informations dans beaucoup de cliniques, vous allez voir le terme garantie beaucoup de fois. C'est quelque chose qui peut choquer le mot garantie parce qu'on n'est pas habitué à ce mot-là quand on parle de traitements médicaux, mais il faut quand même faire attention à ce que vous ayez des embryons quand même à la fin du traitement. Parce que si la stimulation de la donneuse se passe mal, si on a une ponction à blanc, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'ovocytes après la ponction ou d'ovocytes viables, d'ovocytes matures, ce qui peut arriver, bon, c'est quand même très rare, mais ça peut arriver si la donneuse s'est trompée dans l'horaire d'injection ou si il y a une ponction à blanc et sans explication, mais ça peut arriver. Donc, si vous n'avez pas de garantie à la fin, vous vous retrouvez sans rien. C'est pareil, s'il y a un problème au niveau de la fécondation et qu'il n'y a pas d'embryon, mais vous avez quand même payé tout un traitement sans transfert à la fin. Donc, c'est quand même bien de vérifier que vous avez une garantie d'embryon à la fin du traitement. Alors, il y a certaines cliniques qui garantissent des ovocytes, d'autres des embryons à jour 3, d'autres des embryons à jour 5. Le plus sûr, c'est quand même les embryons à jour 5. Vous pouvez avoir des garanties de 12 ovocytes et pas avoir d'embryon à la fin. Ça, c'est possible. Mais si vous avez une garantie d'embryon, au moins, s'il n'y a pas d'embryon à la fin, vous avez le droit à une autre stimulation avec peut-être une autre donneuse si celle-là n'a pas bien fonctionné. Mais au moins, vous avez un autre essai. Entre J3… Pardon, excuse-moi. Il faut faire très attention sur justement des cliniques ou des pays qui vous proposent encore des garanties d'ovocytes. On en revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, avoir 25 ovocytes, si à la fin on n'a plus qu'un seul embryon de qualité médiocre à J3, on s'en fiche un peu. Il faut mieux avoir 8 ovocytes de bonne qualité qui vont féconder 5 embryons et où on va avoir à la fin 3 embryons en J5 de top qualité qu'une vingtaine d'ovocytes. Les ovocytes ne sont pas gages de transfert. Les blastos, donc des J5 de bonne qualité, parce qu'il y a aussi J5 de bonne qualité et de qualité où on peut avoir des blastos feignants, ce n'est pas la même chose. Donc, ne pas se tromper non plus dans les garanties que vous allez voir justement quand vous allez faire plusieurs devis. Parce que c'est quand même rare que quelqu'un ne fasse qu'un seul devis et reste avec une seule clinique. Donc, ne pas se disperser, faire attention à ce qu'on va aussi vous proposer. Et c'est en ça aussi que vous pouvez pencher plus sur une ou sur l'autre au niveau du sérieux. Parce que c'est tellement facile de proposer une donneuse avec des ovocytes, alors que vous, ce qui va vous intéresser, c'est la finalité, comment vont être les embryons qu'on va me transférer. Et je vais payer pour avoir une qualité d'embryon à transférer qui peuvent potentiellement me faire de moi un parent. Voilà. Oui, il faut savoir vraiment que tout le côté de la donneuse, c'est la responsabilité de la clinique. Donc, c'est normal si jamais il y a quelque chose qui ne va pas, de pouvoir proposer quelque chose en retour à la patiente. Et entre J3 et J5, c'est aussi très facile d'obtenir 5 J3, mais c'est plus dur d'obtenir 5 J5.
Donc, voilà, il faut vraiment, le conseil, ça serait vraiment de choisir des cliniques qui puissent vous garantir des embryons au stade de blastocyste. Après, sur le nombre, alors il y a plusieurs cliniques, il y a des cliniques qui vont vous garantir 1 embryon, 2 embryons, 3 embryons, 5 embryons. 1 embryon, ça paraît peu quand même, parce que ça vous laisse qu'une seule chance. Donc, ça peut pour des patientes qui ne veulent qu'un seul essai ou qui ont 48, 49 ans, qui ne veulent pas d'autres essais, ça pourrait être proposé, mais c'est vrai que ça fait peu si vous voulez avoir le plus de chances possible. Avec 3 embryons, déjà, ça vous laisse beaucoup de chances. Avec 3 embryons, on a calculé que les taux de réussite sont proches de 100%. Ce n'est pas 100% sûr, mais avec un premier transfert, vous avez à peu près 70% de taux de réussite. Après un échec, après un premier transfert, pour le deuxième, vous avez 80%. Parce que s'il y a un échec au premier, on va essayer de comprendre pourquoi et peut-être faire des examens complémentaires sur l'endomètre ou sur la coagulation du sang. Il y a plein de choses à faire qui ne se font pas systématiquement dès le départ parce qu'il n'y a pas lieu de les faire. Mais donc, on va essayer de corriger ce qui n'a pas été vu pour le premier transfert pour un deuxième. Et après 3 essais cumulés, on a calculé que c'est 93% de réussite. Donc, c'est quasiment 100%. Après, vous avez d'autres garanties avec 5 embryons, par exemple. On le recommandera aussi pour des patientes qui ont des pathologies au niveau de l'utérus, donc peut-être l'accroche serait un peu plus difficile, ou si le spermogramme n'est pas très bon, pourquoi pas essayer avec 5 embryons. Et après, vous avez des cliniques qui vous proposent les garanties de grossesse. Alors ça, il faut savoir que les garanties de grossesse sur le don d'ovocytes, ce n'est pas vraiment nécessaire puisque avec les taux de réussite sont quand même très bons. Vous avez des garanties de grossesse confirmée à la première échographie, enfin, au premier trimestre, et vous avez des garanties de grossesse avec bébé né. Donc voilà, les garanties de grossesse, pour le don d'ovocytes, ce n'est pas vraiment nécessaire médicalement, puisque déjà les programmes avec garantie d'embryon marchaient très bien. En fait, il faut faire très attention à ce que vous allez entendre et lire un peu partout. Vous avez des garanties, alors quand on vous parle du garantie grossesse, si on vous parle d'un test de grossesse urinaire, vous laissez tomber. Un test de grossesse à 3 mois, premier battement, d'accord, mais si c'est pour avoir payé 20 000 € pour avoir ça, parce qu'en fait, vous êtes quand même médicalisé aussi pour faire tenir une grossesse. C'est peut-être malheureusement un embryon qui se serait arrêté avec une stimulation normale à 15 jours. Et là, comme ils vous font une garantie de grossesse, vont vous surmédicaliser avec des choses quand même, des hormones très importantes pour le faire tenir. Et OK, il va tenir 3 mois dans des conditions où on va vous faire monter vos taux de HCG, de progestérone, etc. Mais si c'est pour qu'à la fin, à 9 mois, il n'y a plus rien, c'est non seulement pas intéressant, mais en plus, c'est encore plus traumatique pour vous parce que vous y avez cru, en fait. Donc, faire très attention à toutes ces garanties qui vont tomber un peu partout. On va vous dire rembourser si pas de bébé, 25 000 €, etc. Il faut vraiment être très vigilant là-dessus et sur les propositions qu'on va vous faire sur cette prestation. C'est est-ce qu'on vous garantit des transferts? Donc, on peut vous garantir, par exemple, pour 15 000 € un transfert et si échec, un deuxième transfert. Mais est-ce que c'est un transfert de la même donneuse ou est-ce que c'est un autre transfert où on va dévitrifier les ovocytes d'une autre donneuse pour refaire un embryon qu'on va vous transférer? Ce que disait Sophie tout à l'heure sur le 93% au bout de 3 transferts, souvent, c'est parce que le corps peut refuser un transfert d'acceptation d'un transfert puisqu'on va lui transférer un corps étranger, entre guillemets,
Et au fur et à mesure qu'on va lui transférer, donc le même embryon, puisqu'il sera issu de la même stimulation, il va comprendre, en fait, on est basique, mais on fait en sorte qu'il va comprendre que là, il faut peut-être qu'il l'accepte. Et là, s'il l'accepte, c'est pour 9 mois et c'est là que ça va donner un bébé. C'est en ça qu'il faut faire attention aussi. C'est est-ce qu'on vous transfère à chaque fois un embryon différent? Et là, malheureusement, si c'est un embryon différent à chaque fois, ça veut dire que le corps ne va pas reconnaître à chaque transfert la même chose. Ou est-ce qu'on va vous préconiser, si vous prenez une garantie de 3 embryons, c'est 3 embryons issus du même patrimoine et de la même stimulation. Ça veut dire que ça peut donner effectivement plus de chances pour plusieurs transferts quand il y a des échecs. Mais il faut voir aussi le côté, j'ai 35 ans, ça va fonctionner au premier, tant mieux, mais derrière, je veux plusieurs enfants. Donc, évidemment, on part sur le principe où on veut tous un enfant, c'est super. Mais si ça se passe bien et qu'on en a un qui est en bonne santé, si on est assez jeune pour en avoir un deuxième et un troisième, pourquoi pas? Et là, on aura fait tout le premier travail de prendre cette garantie de 3 embryons. Et après, on ne réglera que si envie d'un deuxième, troisième enfant, que des transferts d'embryons surnuméraires, vitrifiés. Et là, le budget est aussi beaucoup plus intéressant également. Donc, on a une question pendant ce temps-là. Je m'évade une seconde parce que sinon, ça va devenir chez moi des miaulements et des aboiements. Donc, on a une question sur le pourcentage de grossesse. Alors, il faut savoir que les taux de grossesse sont calculés à la confirmation à la première échographie de grossesse. Donc, vous avez le test de grossesse. S'il est positif, il faut ensuite faire une échographie de confirmation 10 jours après le test de grossesse pour vérifier si l'embryon est bien placé et s'il y a bien un embryon à l'intérieur du sac embryonnaire. Et c'est là qu'on calcule le taux de grossesse des traitements. Après, il faut savoir que ça va être considéré comme une grossesse normale, il n'y a pas plus de fausses couches. Pour les taux de fausses couches dans les grossesses naturelles, c'est à peu près 25%. On calcule que c'est 25% aussi pour le don d'ovocytes. Donc, ce n'est pas en fonction de votre âge. Il faut bien savoir que le don d'ovocytes, l'âge de la patiente ne rentre plus en compte. Que vous ayez 30 ans ou 45 ans, ça va être les mêmes taux de réussite. Il faut bien vérifier l'état de l'utérus, bien sûr. Mais si tout est bon de ce côté-là, ce qui compte, c'est la qualité des ovocytes. Donc, on entend souvent qu'il y a plus de fausses couches à partir de 40 ans, mais ce n'est pas le cas pour le don d'ovocytes. Parce qu'à partir de 40 ans, c'est les ovocytes de la patiente qui ont des malformations génétiques, donc il y a plus de risques de fausses couches. Pour le don d'ovocytes, on élimine ces risques supplémentaires à partir de 40 ans. Après, là, je vois la question. Alors, à 48 ans, évidemment, moi, j'en ai une qui m'a raccroché au nez la semaine dernière parce qu'elle voulait faire une FIV avec ses propres ovocytes. Donc, malheureusement, en une phrase, c'est assez simple d'expliquer que, bien sûr, elle va payer, elle est cliente, elle peut imposer à une clinique de faire un don, une FIV avec ses propres gamètes, mais en plus, à 48 ans, ou même à 43 ans, on va proposer une FIV avec un DPI pour éviter toutes les malformations et tous les problèmes qu'il peut avoir sur ces embryons. Et est-ce qu'elle veut faire un traitement ou est-ce qu'elle veut avoir un enfant? À 48 ans, faire une FIV avec ses propres gamètes, ça va donner quoi? 2% de possibilité d'entamer une stimulation, Sophie? Oui, on dit toujours moins de 3%. Donc, voilà, donc c'est malheureusement, donc c'est très dur quand on explique en une seule phrase que c'est lié à l'échec, enfin, c'est voué à l'échec parce que il y a une souffrance derrière, un désespoir derrière. Mais à 48 ans, dans la vraie vie, vous ne pouvez pas dire que vous connaissez beaucoup de monde qui sont devenus parents naturellement à 48 ans. Si vous le voyez dans la presse People, ce n'est pas avec leurs propres gamètes. Voilà. Donc, à un moment, est-ce qu'on veut faire un traitement, user de l'argent, user son corps, ou est-ce qu'on veut potentiellement optimiser la possibilité de devenir parent? Et là,
il y a le don d'ovocytes qui pallie à cette PMA. Oui, à 48 ans, la solution, ça serait le don d'ovocytes. Alors, on a une autre question. Je veux faire un don d'ovocytes. Est-ce que je dois prendre un blasto ou 3? Un blasto, ça serait si vous voulez faire ce traitement et n'avoir qu'un seul essai. Il y a 70% de chances que ça marche, mais 30% de risque que ça ne marche pas. C'est quand même plus sûr de prendre au moins la garantie de 2 ou 3 blastocystes pour vraiment être sûr d'avoir une grossesse. C'est surtout qu'à 48 ans, il y a aussi le problème qui va se poser de la ménopause. Ça veut dire qu'on a beaucoup moins d'hormones dans le corps. Ça veut dire qu'au niveau de la stimulation et au niveau de l'endomètre, c'est quelque chose où on part aussi en aveugle. Donc, de garantir qu'un seul embryon sur un corps qu'on ne connaît pas et où on ne sait pas comment il va réagir à cette implantation-là, c'est différent aussi que quelqu'un qui a 40 ans et qui a déjà eu 2 enfants d'un premier conjoint. Et ne pas oublier aussi que ce n'est pas parce que c'est pas le facteur que 48 ans, c'est le facteur de votre situation. Vous avez 48 ans, mais vous n'avez jamais eu d'enfant. Vous avez 48 ans, mais vous avez déjà eu des fausses couches. Vous avez 48 ans et vous avez déjà fait de la PMA avec 3 conjoints différents et à chaque fois, il n'y a jamais eu d'implantation. Tout ça, c'est la clinique qui va discuter avec vous et qui va aussi pouvoir vous conseiller là-dessus. Oui, alors on a une autre question. J'ai 42 ans, je veux faire une FIV avec mes ovocytes. Quelles sont mes chances? Alors, 42 ans, c'est un peu l'âge limite. L'âge limite, c'est vraiment 43 ans. À partir de 43 ans, on n'a jamais eu de réussite avec FIV, avec un enfant né en bonne santé. 42 ans, on peut essayer, c'est-à-dire qu'il faut quand même regarder la réserve ovarienne. Si vous avez encore une AMH qui permet d'obtenir des ovocytes et des follicules, enfin des follicules visibles dans les ovaires, on peut essayer une stimulation. Les chances de réussite à 42 ans sont à peu près de 20%. Si vous avez encore des ovocytes. Donc, tout ça, il faut vérifier. Par contre, le conseil, ça serait de ne pas perdre de temps pour faire une FIV. Là, le temps compte énormément si vous voulez utiliser vos propres ovocytes. Si c'est pour un don d'ovocytes, vous pouvez prendre votre temps et réfléchir. Le temps est moins important, mais pour une FIV à 42 ans, il faut vraiment le faire le plus rapidement possible. Alors, il y a encore une question. Après, on passera à la partie psychologique qui nous reste. Quelle est la différence entre un double don et un accueil d'embryon? Les chances, le prix, le protocole médical est-il différent? Alors, oui, c'est différent. Enfin, dans le double don, on va choisir une donneuse pour vous et un donneur pour vous, spécifiquement pour vous. Et ensuite, on va féconder les gamètes pour obtenir des embryons. Donc, on aura plusieurs embryons. L'accueil d'embryons, c'est des couples qui ont déjà fait des traitements et qui veulent faire don de leurs embryons surnuméraires parce qu'ils ne veulent plus les utiliser. Donc, ça veut dire qu'ils ont eu déjà un enfant avec le premier embryon qu'ils ont obtenu de ce traitement-là. Donc, les embryons restants, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bons, mais ce n'est pas ceux qui ont été choisis pour le premier transfert ou les premiers transferts. Donc, forcément, le taux de réussite baisse un petit peu pour l'accueil d'embryons. Après, si c'est un accueil d'embryons issu d'un double don, ce qui est la plupart quand même des accueils d'embryons, ça reste quand même de bonnes chances de réussite. Voilà, les grosses différences, c'est que le double don, c'est fait à frais, vous avez plusieurs embryons, les donneurs sont choisis pour vous, mais ça va être le coût, le même coût qu'un don d'ovocytes plus le don de sperme. L'accueil d'embryon, c'est beaucoup moins coûteux parce que l'embryon est déjà créé, il n'y aurait plus qu'à le dévitrifier et le transférer. Le protocole médical est le même, par contre, à part qu'on n'a pas à vous synchroniser avec une donneuse pour l'accueil d'embryon. On va simplement préparer l'endomètre et transférer quand on veut. Pour le double don, il y a la synchronisation avec la donneuse et il y a ce laps de temps où on ne sait pas quand est-ce que va tomber la ponction. Donc, pour l'organisation, c'est un peu plus contraignant, on va dire.
dirais quand même que l'accueil d'embryon, ça permet aussi de se dire que un double don, jusqu'au dernier moment où il n'y a pas la fécondation, on ne peut pas savoir comment elle va se passer. Alors qu'en accueil d'embryon, quand on est femme seule, donc on n'a pas de conjoint, qu'il n'y a pas un problème de ressemblance des deux côtés, et qu'il faut faire vite parce que 46, 47 ans, justement, c'est quand même pas mal. Parce qu'on sait déjà au moins que l'embryon a pu être conçu. Et que tant qu'il n'est pas dévitrifié, etc., on ne facture pas. Alors que le double don, on ne peut pas savoir au niveau de la stimulation si vraiment ça va bien se passer. Et est-ce qu'en double don et en accueil d'embryon, on fait toujours du J5 d'ailleurs? Petite question. En général, oui. Maintenant, le double don, c'est sûr. L'accueil d'embryon, c'est très rare maintenant qu'il y ait des embryons vitrifiés à J3. On attend toujours J5 pour vitrifier maintenant. D'accord. Parce qu'il y a plus de… Les embryons sont plus forts, donc ils résistent mieux à la dévitrification. Il y a très peu de risques que l'embryon ne tienne pas à la dévitrification, alors que les J3, il y a des risques. Donc, c'est pareil aussi. Si vous avez des accueils d'embryons dans d'autres cliniques, vérifiez bien que ce soit des J5 plutôt que des J3. Parce que les J3, vous pouvez avoir la mauvaise surprise qu'ils ne survivent pas à la dévitrification. Alors, je ne vois pas d'autres questions. Je vais passer à la dernière diapo. Alors ça, c'est tout ce qui est questions psychologiques. On a essayé de synthétiser un petit peu sur les questions les plus fréquentes que nous posent les patientes. Donc déjà, comment affronter le don? On a beaucoup de patientes qui ont du mal à accepter ou quand on leur diagnostique une insuffisance ovarienne ou une mauvaise qualité ovocitaire et qu'on leur dit qu'il faut passer par le don d'ovocytes directement, elles ont du mal à l'accepter. Il y a certaines patientes qui ne l'acceptent jamais, d'autres qui font un travail sur elles, qui arrivent à l'accepter après plusieurs mois, même certaines fois plusieurs années, ou certaines patientes qui l'acceptent tout de suite et qui sont prêtes juste après le diagnostic. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très personnel. Laurence, tu peux nous en dire plus là-dessus, je pense, comment affronter le don d'ovocytes, comment l'accepter? Alors, comment l'accepter? En fait, ça va faire aussi partie de votre histoire et de la façon dont vous avez envisagé de devenir parent. Si vous partez dans l'optique que vous voulez un mini-vous, ça va être extrêmement compliqué. Si, par exemple, vous avez déjà eu un parcours de PMA où vous avez eu des résultats, mais avec des fausses couches, en fait, il faut enlever dans votre tête l'idée que c'est de la faute à pas de chance et qu'en continuant, en persévérant sur des FIV, alors vous en avez déjà fait 5 en France, en Espagne, parce que les techniques sont un peu plus poussées, effectivement, et la qualité est plus importante qu'en France, ils vont vous trouver la solution pour que ça tienne. Si vous avez une insuffisance ovarienne, si on vous a déjà parlé à un moment dans votre parcours de PMA qu'on va essayer de vous faire une FIV, mais qu'il faut réfléchir à une autre solution, soit vous avez bloqué, vous avez occulté cette phrase et vous allez essayer d'argumenter pour continuer sur votre propre gamète et perdre du temps, parce que le temps, à partir d'un certain âge, est très précieux. Et là, il va falloir à un moment faire le deuil de son mini-nous. On ne fait pas un enfant pour avoir un clone, on fait un enfant pour lui donner de l'amour. Et sans compter le fait que même si vous aviez eu votre enfant avec votre conjoint, avec vos propres gamètes, il peut aussi ressembler du côté du papa. Alors, moi, je vais prendre mon exemple concret. Ma fille est née d'un don d'ovocytes. Elle ressemble, je pense que la donneuse, je pense parce que anonyme, je pense que la donneuse est faite en Espagne, donc avec le recrutement dont on a parlé tout à l'heure avec Sophie, quelque chose de très sérieux en Espagne, était blonde. Mon ex-mari était brun. Ma fille est un mini-clone de ses petites cousines du côté paternel. Donc, je ne sais pas comment était la donneuse, mais de toute façon, il a fait qu'elle ressemble du côté du papa à ses cousines. Pour autant, on aurait très bien pu avoir un deuxième enfant qui prenne du côté de la donneuse, si c'était possible. Mais du moment où on sait, pour nous, après 9 ans en France, d'échec en échec, de début de grossesse,
avec une endométriose qui m'avait altéré ma qualité ovocytaire et qu'on a franchi le pas parce qu'à un moment, on m'a justement dit quelqu'un de pas du tout intéressé, qui était prêt à me reprendre dans une FIV, mais qui à Paris, un grand ponte m'a dit « Madame, moi, je veux bien réessayer une dernière FIV, mais est-ce que vous voulez regarder ce que vous avez fait en 9 ans? Votre corps vous dit qu'il ne veut plus travailler, qu'il n'en peut plus. » Donc, il y avait encore le côté cerveau qui me disait « réessaye, retente », parce que j'avais 36 ans. Et lui qui me disait « moi, je veux bien encore tenter, mais je pense que vous allez tenter pour avoir un traitement, alors que depuis 9 ans, vous vous battez pour avoir un enfant. » Et en fait, il me l'a dit sans jugement, sans me prendre pour une débile, pour me parler comme un numéro. Il m'a juste expliqué qu'il ne fallait pas que je me trompe de ce que je voulais. Et ça a été le déclic. C'était au mois de février. Au mois de mai, j'étais en Espagne pour mon premier rendez-vous. Le 22 novembre, je peux vous le dire la date parce que je ne peux que me souvenir de cette date parce que c'était début de ma grossesse et que c'était l'anniversaire de ma sœur et que ma fille s'appelant Célia et ça a été vraiment par hasard et on l'a su après. Le 22 novembre, c'est la Sainte Cécile et c'est la Sainte Célia. Mais on l'a appris 9 mois après que ça tombait comme ça. Mais en fait, c'est qu'à un moment, il faut qu'il y ait le déclic. Et on a eu le déclic rapidement, mais certaines personnes ont besoin pour avoir ce déclic, donc de faire la FIV de la dernière chance. La problématique, c'est que la FIV de la dernière chance, ça coûte très cher. Ça va vous coûter 8 000 €, 7 000 €. Est-ce que si c'est la FIV de la dernière chance pour faire le deuil, est-ce qu'il ne faut mieux pas travailler avec un thérapeute, avec quelqu'un, une association, quelqu'un qui va vous expliquer pourquoi c'est important de faire le deuil de son patrimoine génétique, biologique, avant de se lancer dans ce parcours, parce que c'est un parcours à part entière et ça sera votre enfant quoi qu'il arrive, plutôt que de gaspiller encore du temps, de l'argent, de l'énergie, avec un corps qui va être encore plus fatigué et de peut-être plus avoir la possibilité derrière d'aller sur le don d'ovocytes parce qu'on aura perdu du temps, on n'aura plus les moyens, on n'aura plus aussi l'énergie de recommencer et d'espérer. Donc, faites-vous accompagner et c'est aussi en cela qu'on peut aller vers le don. Le don, c'est une PMA à part entière. C'est une façon de devenir parent. Ce n'est pas une honte, ce n'est pas un tabou, c'est une PMA à part entière. On n'a pas à avoir honte d'avoir eu besoin à un moment d'avoir fait une insémination, mais comme on n'a pas à avoir honte à un moment d'avoir dû adopter ou d'avoir fait une GPA ou d'avoir fait un don de gamètes. C'est la même chose. La PMA, c'est une façon de devenir parent. Et dans la PMA, il y a plusieurs options. Il y en a une qui sera bien pour une personne, une autre pour une autre. Et c'est comme ça que vous pouvez aussi avancer dans votre parcours. C'est vraiment de vous alléger aussi cette lourdeur où on vous fait porter un poids, que vous avez quelque chose en moins que les autres et qu'on va vous le donner comme si vous étiez redevable. Vous n'êtes pas redevable, vous avez quelque chose qui vous manque à un moment, qui ne va pas bien, on a une solution. Alors, je vais en profiter pour juste, alors je ne retire rien, mais je l'ai trouvé tellement excellent ce bouquin. Ça s'appelle « Comment on fait pour avoir des bébés ?» C'est une psychologue qui l'a, alors elle est thérapeute en psychothérapie spécialisée en accompagnement d'infertilité. En fait, ce n'est pas sur la parentalité, hein. Ce n'est pas fait que pour les solos, que pour les lesbiennes, que pour les… voilà. C'est fait pour comment on explique, on fait les bébés. Et bien, les bébés, on les fait en faisant l'amour. Et puis, des fois, on les fait en allant le chercher au bout du monde. Et puis, il y en a un autre, il explique que lui, il y a ses parents, pourtant ils sont tous les deux, hein, ils ont eu besoin d'un double don. Voilà, là, on a l'histoire du double don alors qu'on n'est pas parents solo. On est en couple, mais on a chacun un petit problème. On a une solution, ça s'appelle le double don. Et il explique à ses potes ce que c'est. Et puis, elle, sa mère, elle avait un problème d'ovocytes seulement. Donc, on parle que du don d'ovocytes. Et puis, des fois, ça peut être, voilà, on explique comment ça se passe, une simple FIV. Mais encore une fois, une simple FIV, c'est une PMA. On doit pouvoir, et puis on a
on a là voilà, le petit bébé du bout du monde et ça se passe très bien aussi. Et ce livre est vraiment conçu pour alléger aussi le facteur de je dois avoir honte d'avoir eu besoin à un moment qu'on m'aide. Eh bien non, 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 on ne vous a pas aidé, on vous a apporté un enfant. Vous n'avez pas acheté un traitement, vous avez utilisé quelque chose qui existe qui s'appelle la PMA pour devenir parent. De la manière dont vous l'avez fait, mais en fait, vous avez une solution et voilà, chaque méthode, ça se termine comme ça. Il y a le petit Elliot qui dit, en fait, quelle que soit la méthode, il y a surtout beaucoup d'amour. C'est exactement ça. C'est que de l'amour, en fait. Et votre bébé, ça sera que de l'amour. La manière dont il soit né, on s'en fiche un peu. Par contre, c'est son histoire à lui, donc il faut lui expliquer. Ce qu'on a fait. Je ne dis pas de lui expliquer que vous avez survécu à 3 fausses couches, à 15 inséminations, à de la maltraitance possible médicale, possible psychologique, possible de votre entourage. Je dis qu'il faut lui expliquer qu'à un moment, on a eu besoin de cette PMA qui existe, et quelle chance qu'elle existe en fait, pour des milliers de parents et d'enfants maintenant, et que ça fait partie de son histoire. Donc moi, ma fille a 14 ans, assez, hein, il y a une donneuse, enfin elle l'appelle ni une maman, ni une donneuse, d'ailleurs elle ne l'appelle plus du tout, parce qu'à 14 ans, elle s'en balance totalement, puisque celle qui lui pique son téléphone, c'est juste moi, sa mère, hein, donc ça s'arrête là, c'est limité au téléphone et au partage de connexion. Et en fait, c'est ça, c'est de ne pas se tromper pourquoi on veut un enfant et de ce qu'on va lui expliquer. Donc, ma fille connaît son histoire, connaît mon parcours, mais parce que aussi maintenant, je suis présidente d'une association, donc elle en entend parler beaucoup, mais parce que ça l'intéresse et qu'elle est à même aussi de l'expliquer autour d'elle. Et alors, elle ne va pas l'expliquer dans la cour de récré tous les 2 matins, mais je peux vous assurer, c'est qu'en CM2, j'ai été convoquée par la directrice de l'école qui m'a dit, il faudrait peut-être quand même redire à Célia qu'à un moment, on n'est pas obligé d'avoir affaire à une association pour avoir un bébé. Il faut peut-être quand même qu'elle comprenne, même si vous êtes séparés de son papa, que parfois, on fait juste l'amour et on peut faire des bébés. Donc, effectivement, en fait, Célia n'avait pas cette notion-là. Donc, j'ai repris à l'envers. Mais c'est de ne pas se tromper de ce que vous allez pouvoir lui dire, parce que ce que vous allez pouvoir lui dire, ça reste que de l'amour. Il ne doit pas y avoir dans son histoire à cet enfant votre parcours comme une souffrance, mais comme un parcours de chemin de vie. Oui, bah c'est très bien dit. Je ne dirai pas de la même façon la prochaine fois. Hein. De toute façon, tout est enregistré, donc on pourra revoir ce webinaire et réécouter. C'était très joli. Mais voilà, pour résumer un petit peu, donc, comment l'affronter? C'est chacun. Vous pouvez trouver des aides dans les associations. Chacun parcourt son chemin quand il peut, fait ce travail sur soi comme il peut. Mais si vous avez besoin d'aide, il y a des associations, il y a des coachs, il y a des thérapeutes pour ça. Il y a aussi une question qui s'appelle l'épigénétique, qui est assez intéressante dans le don d'ovocytes. C'est une étude comme quoi on peut changer l'activité des gènes suivant la maman. Donc, un même embryon, s'il aurait été transféré sur une mère différente, sur une première femme, n'aura pas été le même bébé sur une deuxième. Mais ils l'ont même fait avec 2 embryons issus du même patrimoine, transférés sur 2 corps différents, entre guillemets, hein, puisque ce n'est pas encore des mamans, etc. Ce n'est pas pour autant que c'est des jumeaux. Ce n'est pas 2 enfants identiques, puisque tout ce que la maman va donner pendant sa grossesse, je te coupe, Sophie, mais ça, oui, c'est vrai que c'est tellement important, parce que moi, à mon époque, il y a 14 ans, on disait qu'il y avait 3%. Maintenant, on en est à beaucoup plus. On s'est aperçu que ça fait beaucoup plus. Et ça veut dire que tout ce que vous allez manger, tout ce que vous allez, votre état pendant votre grossesse, votre joie de vivre, c'est pour ça que c'est important aussi cette grossesse. Et bon, là, on en parlerait des heures, mais on pourra peut-être faire aussi un webinaire là-dessus de comment vivre cette grossesse tant attendue. Mais c'est vraiment de tout ce que vous allez donner à cet enfant durant tout le début de sa vie. Moi, quand je vous parle du 22 novembre, mais c'est là que j'ai commencé à devenir maman.
Et ben, je me suis précipitée, comme disait Sophie au début, dès la première écho que j'ai pu faire pour voir combien j'avais de sacs, pour voir à combien d'enfants je parlais, combien, voilà, pour voir s'il était bien placé, etc. Et en fait, c'est durant toute votre grossesse, il faut que ça soit que du bien, que de la bienveillance, que pour vous, de la bienveillance pour vous, parce que vous avez été pendant très longtemps utilisé un numéro maltraité, allant de désespoir en désespoir. Il faut que quand vous commencez à être enceinte, vous respiriez la joie de vivre. Alors, vous allez peut-être avoir des nausées, hein, vous allez peut-être être malade, mais ça, c'est autre chose. Mais de vraiment de pouvoir donner de l'amour dès le début et de votre bienveillance aussi à vous, parce que vous allez avoir très peu de temps, en fait. Vous allez voir que 9 mois, ça passe ultra vite. Voilà. Et il faut profiter de tout ça. Et comme disait Sophie, vous avez… alors, nous, l'association a été créée dans ce sens-là. C'est d'aide avec des praticiens en médecine douce, mais c'est voilà, un accompagnement de coach. C'est d'utiliser tous les outils. Ça peut être de la sophrologie, ça peut être de la psychothérapie. Vous avez des groupes de parole. Vous avez utilisé à bon escient tout ce que vous pouvez utiliser. Je vais quand même juste mettre un bémol. Et si vous lisez ce livre, parce qu'en ce moment, comme j'ai pas mal de bouquins, j'en profite. Si vous lisez ce livre, vous allez voir mon nom régulièrement sur des pseudo-aides, comme les gens qui se disent accompagnants et qui vous vendent des cartes étapes à 25 à 30 euros avec un petit colibri. Par pitié, si vous avez 30 euros à perdre, mais allez voir une hypnothérapeute avant le transfert, allez voir un coach, adhérer à une association pour 35 euros, où là, vous allez avoir des tarifs préférentiels sur pas mal de choses. Mais n'achetez pas des cartes étapes pour vous faire prendre en photo, comme le font certaines sur Insta quand elles font une hystéro en plein direct. Non, ce n'est pas ça de l'accompagnement. Ce que vous avez besoin, c'est de la réalité. La vraie vie, ce n'est pas la vie des autres. La vraie vie, c'est votre propre vie que vous allez vous construire. Donc, ne vous trompez pas d'accompagnement. De suivre des gens sur Insta, c'est super. Mais des gens qui vont vous faire un film sur leur échec en continu parce qu'elle est rigolote, ce n'est pas ça votre accompagnement. Votre accompagnement, c'est vous, comment vous pouvez vous faire aider. C'est peut-être de l'aide en arrêtant de fumer parce que j'ai peur d'arrêter de fumer, parce que je vais devenir stressée et je vais prendre du poids alors que déjà on me demande de maigrir et qu'on me demande d'être calme. Eh ben, allez voir une hypnothérapeute ou une sophrologue ou assister à des groupes de parole. Vous avez plein d'aides, des vraies aides. Voilà. Et je réponds à Sonia qui me demande si j'ai réussi au premier transfert. J'ai réussi au premier transfert du don d'ovocytes. Mais j'avais 9 ans de PMA avec beaucoup d'échecs avant. Donc oui, j'ai réussi au premier don d'ovocytes, mais avec le parcours d'avant. Mais tout ce que je retiens, c'est que je suis devenue maman dès le 22 novembre 2006. Voilà. Alors, on a une autre question aussi. Peut-on choisir le sexe de son enfant lors d'un don? Alors non, le choix du sexe est interdit en Espagne. Il y a d'autres pays qui le proposent, aux États-Unis par exemple, mais en Espagne, c'est interdit. Donc non, on ne peut pas choisir le sexe. Et on ne peut pas le choisir non plus avec ses propres gamètes, hein, puisque, alors, en don d'ovocytes encore moins, puisque c'est anonyme. Alors, on ne va pas faire un DPI pour voir le sexe d'un enfant alors qu'on a un anonymat. Et on est encore sur la non-sélection de l'enfant, entre guillemets, que l'on souhaite soit un mini-nous, soit un enfant parfait, parce qu'il n'y a pas d'enfant parfait, il y a juste le nôtre, et qu'on n'est pas là pour faire du sélection de sexe. On est là pour, encore une fois, construire une vie de famille et apporter de l'amour à son enfant. Donc, on ne se trompe pas, encore une fois, de traitement. Voilà. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Je ne sais pas, Sophie, peut-être rappeler que vous avez
une journée samedi. Oui, alors mon écran est parti. Oui, je vois ça aussi. Non, alors les blondes aux yeux bleus, il y en a partout. Les brunes, les noires de type africain, il y en a aussi, par exemple. Ce ne sont pas forcément que les Espagnols qui vont donner. Et il y a justement en Espagne vraiment un recours aux dons très facile. Il y a des campagnes de dons régulièrement qui fait que on peut avoir des blondes aux yeux bleus sans aucun… Alors, ça va peut-être prendre plus de temps qu'une brune aux yeux marrons, mais on va vous trouver une blonde aux yeux bleus. Voilà. Oui, oui, en Espagne, il ne faut pas penser que toutes les Espagnoles sont brunes aux yeux noirs. Il y a vraiment de tout. Alors, surtout dans les grandes villes comme Madrid, Barcelone, vous avez plus de phénotypes, de tout phénotype. Si vous allez plus peut-être dans le sud, à Séville, là, c'est peut-être un peu plus compliqué et encore. Mais oui, vous pouvez avoir des blondes aux yeux bleus en Espagne. Vous avez vraiment, il n'y a pas de problème pour ces phénotypes-là. Oui, donc oui, journée d'information, ben voilà, ça y est, je le vois. Oui. En accueil d'embryon, on donne aussi les critères, surtout physiques ou qu'en double don. Alors, en accueil d'embryon, le problème, c'est que les critères, on peut moins choisir sur les donneurs puisque les embryons sont déjà formés. Peut-être que la donneuse vous correspond parfaitement, mais plus du tout le donneur. Donc, c'est un peu plus difficile de sélectionner sur les critères physiques par rapport au don d'embryon. Le double don, oui. Ça, c'est simple puisque ce sont deux personnes différentes et on va féconder avec sperme de donneur et ovocytes. Mais pour l'accueil d'embryon, c'est un peu plus difficile. Et inversement, je dirais que par exemple, ce n'est pas parce que vous êtes, on va prendre un exemple très, très différent, mais pour bien cibler le truc, ce n'est pas parce que vous êtes blonde aux yeux bleus, que vous êtes solo et que vous êtes habitué à avoir des relations avec des grands blacks de type africain que vous allez pouvoir avoir un don de sperme d'un grand black de type africain. La clinique, et c'est là aussi tout leur sérieux, est là aussi pour que cet enfant puisse se construire dans sa famille. Donc, eux ne vont pas accéder à ce souhait qui va faire que cet enfant peut avoir, comme je vous l'ai expliqué pour moi avec ma fille, tout prendre du côté du sperme, enfin beaucoup, et que vous allez vous retrouver blonde aux yeux bleus avec un enfant très foncé, plus que métis, et que là, derrière, il faut voir la construction de ce futur enfant et son explication de vie. Donc, il faut que ça reste aussi cohérent par rapport à cet enfant. Donc, ne pas faire un transfert de votre propre sexualité ou de vos propres goûts sur cet enfant qui est là pour après devenir un adulte. Voilà. Alors, on a une autre question. Quel est l'âge souhaitable pour le dire à l'enfant? Comment réagir, gérer en cas de rejet plus tard? Alors là, les psychologues le disent tous, il faut le dire le plus tôt possible. Même s'il ne comprend pas encore, commencez à le dire petit à petit avec des mots d'enfant pour que ça soit déjà intégré dans son histoire. Et petit à petit, voilà, comme si c'était quelque chose de naturel pour lui. Dès tout petit, alors je crois que la recommandation, c'est à partir de 3 ans, il faut commencer à en parler. Mais voilà, vous avez justement des histoires pour enfants qui vous permettent de bien l'expliquer avec leurs mots pour qu'ils comprennent petit à petit. Il faut vraiment l'expliquer comme quelque chose de naturel. Il ne faut pas l'annoncer un jour avec sérieux. Il faut vraiment que ça soit naturel petit à petit, qu'ils comprennent comment il a été conçu. Comment réagir en cas de rejet? C'est son histoire encore. Hein. Ça Oui, fait oui. partie de son histoire, donc ça lui appartient. Et moi, je dirais même qu'on peut commencer à lui en parler parce que plus vite vous allez lui en parler, plus vite pour vous, ça sera aussi facile. Et donc, vous pouvez lui en parler pendant votre grossesse, quand il va naître. Voilà. Il est là actuellement. Bah, comment il est venu au monde? Grâce à quoi, en fait? C'est pas à cause d'une maladie. C'est grâce à quoi il est là. Et après, comment réagir en cas de rejet plus tard? Là, ça va être un peu le même rejet que pour les enfants adoptés qui l'apprennent très tard.
C'est beaucoup plus difficile si vous l'annoncez bien plus tard, surtout à l'adolescence. Donc, vraiment, essayez de le dire tout naturellement dès la naissance de l'enfant et petit à petit pour qu'il comprenne de façon naturelle. Il y a quand même des études… Ah, pardon. Il y a quand même des études qui montrent que les enfants acceptent mieux le don d'ovocytes que l'adoption quand ils l'apprennent, parce qu'il n'y a pas de rejet de la mère génétique. C'est simplement un don, c'est quelque chose de… c'est une cellule. Hein. C'est une cellule, voilà. Donc, pour mettre vraiment le truc à son niveau. C'est un geste énorme pour nous, puisque c'est grâce à ça qu'on est parents, mais ça reste une gamète, une cellule. Ce n'est pas ça qui fait la personne. Et d'ailleurs, et je peux vous en assurer, parce que j'ai quand même avant d'avoir ma fille, donc ça fait quand même 25 ans maintenant, même si ça fait très vieux que je baigne là-dedans, mais les gens où il y a des problématiques sur les enfants, ce sont les enfants qui ne savaient pas qu'ils avaient eu recours, leurs parents, à un don. Donc, tout ce que vous voyez sur la PMA anonyme, etc., qui se battent pour avoir une reconnaissance, etc., ce sont parce qu'à la base, ils ont eu des parents qui leur ont caché une partie de leur histoire et qui ont mis un tabou familial ou autre. Donc, c'est en ça que ça fait des enfants, et malheureusement parfois, des adultes peu équilibrés, c'est qu'il leur a manqué une partie d'eux. Et de bien vouloir leur faire accepter les choses, c'est que si c'est naturel, il n'y a pas de question à se poser. Et si pour vous, c'est naturel, pour l'enfant, ça sera naturel. Et dans des familles où, par exemple, il y a un premier enfant et après, il y a un enfant qui est né par un don de sperme ou d'ovocytes, si les parents ne font pas de différence, les enfants ne feront pas de différence. Il y aura pas ils ne parleront pas de demi-frères ou de demi-sœurs, ils seront frères et sœurs. Il n'y aura aucun problème de ce côté-là. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, s'il n'y a pas de questions, moi, de toute façon, on attend un petit peu, mais je vous laisse ici les contacts. Donc, si vous voulez des informations plus sur les traitements ou un rendez-vous avec un médecin avec Vida Fertility, ça sera en écrivant à contact@vidafertility.com ou alors sur notre page Internet aussi. Et pour Laurence et l'association Célia Fertilité, donc c'est association celiafertilité@gmail.com. Notez que donc Vida et Célia sont partenaires. Donc pour tous les adhérents de Célia, on donne des réductions sur nos traitements. Et ce samedi 19 mars, on a des journées d'information. Donc ça va être des rendez-vous gratuits avec un médecin par Skype toute la journée. Donc si vous voulez vous inscrire, c'est pareil sur notre page Internet ou sur le mail qui est indiqué. Alors, je vais te laisser répondre pour Vida et où et combien de jours on doit rester chez vous pour un don. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, Sonia, en fonction de la stimulation, s'il y a du sperme frais ou pas, etc. Et j'ai quelqu'un qui nous parle qui a peur de la réaction des enfants de son conjoint. Ça, c'est peut-être quelque chose où on peut en parler calmement, à tête reposée ensemble. Vous pouvez me contacter. Vous avez sur mon site Célia Fertilité des permanences téléphoniques qui peuvent varier. On peut se donner un rendez-vous, on peut en parler longuement. Encore une fois, on ne fait pas un enfant pour les autres, on fait aussi un enfant pour lui apporter de l'amour et pour nous devenir parents. Donc, les autres sont un accessoire. Ça se passe bien, tant mieux pour tout le monde. Ça se passe mal, c'est de la toxicité. Vous laissez tomber, vous passez à autre chose. Apportez-vous de la douceur, encore une fois, ne commencez pas à anticiper quelque chose de négatif. Et Vida se trouve où, Sophie? Alors, Vida, on a une clinique à Madrid et une autre à Alicante. Combien de jours on doit rester? Ça, c'est à peu près ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Il faut rester entre la ponction de la donneuse et le transfert d'embryon. Donc, pour voir un petit peu large en arrivant la veille et repartir le lendemain, ça fait rester une semaine sur place. Et on a une autre question. J'ai un blocage psychologique sur les dons. Cet enfant a-t-il un capital génétique de la mère qui portera la grossesse? Si oui, à combien de pourcents?
Alors ça, c'est l'épigénétique dont on a parlé tout à l'heure. Forcément, il y aura un pourcentage de la mère génétique, du père génétique, mais la mère qui portera l'enfant aura tout un partage avec l'enfant puisque c'est elle qui le nourrira, c'est elle qui le portera et il y aura une modification au niveau des gènes en fonction de ce que vous faites, de la musique que vous écoutez, de ce que vous mangez, de votre état d'esprit. Donc tout ça, ça peut activer des gènes qui étaient désactivés. Il faut savoir qu'on a tous les mêmes gènes, mais il y en a qui sont activés, d'autres désactivés, ce qui fait qu'on est tous différents. Et certains s'activent avec l'environnement. Donc ça peut… Le pourcentage, je ne sais pas exactement, Laurence, tu avais dit… On est passé maintenant entre 7 et 10%, je crois. Les dernières études, vous pouvez le mettre hein, sur YouTube, vous avez des vidéos là-dessus. Mais je pense que ça pourrait être intéressant un jour qu'on parle aussi de ça. Oui, si vous… je vois le temps passer et… On pourrait rester des heures à parler. Ouais, et j'ai des enfants qui vont me taper dessus tellement ils vont avoir faim. Mais oui, si vous voulez vous renseigner là-dessus, ça s'appelle l'épigénétique. On en reparlera de toute façon. Ouais, je pense que après, on est habitué avec Sophie à faire des questions-réponses. On peut les refaire d'ailleurs. On a des groupes hein, sur Facebook si ça intéresse. Après, vous pouvez nous trouver quand même assez bien sur YouTube. On est assez bien référencé pour le coup. Voilà. Et puis, rien ne vous empêche de nous contacter. Hein. On ne mord pas. Oui, vous inquiétez pas. Si vous nous contactez, on vous répond avec plaisir. Enfin, tout ce qu'on peut faire pour aider et pour vous avancier dans ces démarches, on est là pour ça. Alors, on a plein de remerciements. Merci à vous d'avoir participé. J'espère que ça a été intéressant pour vous. On en refera d'autres hein, parce qu'il y a encore plein de questions dont on n'a pas parlé. Il y a tellement de choses à dire qu'on n'a jamais le temps, mais petit à petit, on y arrivera. Merci beaucoup, Sophie. Merci à tous. Ouais, merci, Laurence, pour toutes ces explications. Et puis, à très bientôt. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.